Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, il est 18h et comme prévu, on est en direct. J'ai le retour son, donc ça fonctionne, c'est parfait. Donc, j'espère que vous nous voyez bien, que vous nous entendez bien. Faites-nous des petits signes si vous êtes par là, hein, qu'on sache que tout va bien au niveau technique. Écoutez, en tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle interview dans le cadre des rencontres essentielles. Donc, comme vous le savez, tous les mois, j'invite des entrepreneurs inspirantes sur le vaste thème de l'hypersensibilité pour que vous puissiez la voir autrement, qu'elle devienne une force dans le développement de votre business et plus un frein ou un fardeau que vous traînez avec vous et qui vous pèse. Donc aujourd'hui, on va aborder le thème de l'hypersensibilité et de la vulnérabilité et voir si on peut trouver des liens qui existent entre ces deux concepts ou pas. Et aujourd'hui, pour aborder ce thème, j'ai le plaisir d'accueillir Alice Cara. Salut Alice, je suis super contente de t'accueillir. Comment tu vas? Je suis super contente d'être là. Ça fait un moment que j'ai pas fait d'apparition en public ou que tu le sais, je te l'ai dit, je refuse toutes les interviews parce qu'on a acheté une maison, on est en travaux total. Donc voilà, mais je suis super heureuse d'être là aujourd'hui et puis le fait que ce soit avec toi, c'est super. Donc nos deux sujets peuvent se compléter. C'est un sujet, c'est des sujets que je trouve passionnants. Mon sujet, c'est normal, sinon j'aurais pas étudié là-dessus. Mais le tien mais je pense qu'on a beaucoup de choses toutes les deux à apporter au public ce soir, et puis à tes followers et puis aux miens. Ouais. Donc j'aime pas le mot followers, mais bon, les gens, vous comprenez. Disons notre audience, notre communauté, si tu préfères. Voilà, c'est les follow, tu sais, c'est à la mode, etc. Mais j'essaye de me la jouer Inès Reg, mais ça marche moins bien, tu vois. Écoute, en tout cas, moi, je suis super contente aussi de t'accueillir parce que c'est vrai qu'en plus, comme tu es en travaux et tout ça, ça m'a fait super plaisir que tu acceptes l'invitation. Je vais commencer par te présenter un petit peu pour vous dire un petit peu comment on s'est connus et puis après, on va commencer l'interview. Donc, écoute, moi, je t'ai rencontré Alice sur les réseaux. Donc, j'ai tout de suite été un peu attirée par ton humour un peu décalé. Les références aussi, tu as des références que j'aime bien, Friends notamment, etc. Et puis, c'est surtout le thème que tu abordes aussi qui m'a inspiré, la vulnérabilité, parce que ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et je pense qu'il est en lien aussi avec l'hypersensibilité, mais ça, on va en parler plus tard. Et du coup, quand j'ai voulu créer ces interviews, j'ai pensé à toi parce que j'aimais bien ton état d'esprit, ton univers et comme je t'ai dit, les thèmes que tu abordes, notamment la vulnérabilité, parce que ça, ouais, je trouve que c'est vraiment super important et qu'on n'en parle pas assez justement. Et comme je te l'ai dit, ça m'a fait super plaisir que tu dises oui parce que je savais que tu étais en plein emménagement, déménagement, travaux, etc. Et que voilà, ça m'a vraiment touchée et c'est cool qu'on puisse le faire ce soir. Donc encore merci. Avec plaisir. Et puis, pour vous proposer une présentation un petit peu plus formelle, je vais dire que Alice, tu es coach des Bridget Jones en détresse émotionnelle et que tu es experte en gestion de bordel intérieur. Attention, formée aux États-Unis. Attention, ça rigole plus. Tu es aussi conférencière. Pardon ? Aux États-Unis avec Brené Brown. Donc, c'est la spécialiste high level sur tous ces sujets-là, donc la vulnérabilité, la honte, etc. Ah ouais, donc ça rigole vraiment plus du tout, les nanas. Attention, c'est du high level là. Heureusement, on rigole. Hein. Oui. C'est drôle. Je choisis mes mentors en fonction de leur degré de drôlitude aussi. Hein, donc, ça va. Ah oui, alors vous avez dû bien rigoler. J'imagine ça. Cool. Écoute, je pense que c'est bien de rire, c'est quand même mieux que de pleurer si on peut. Donc, c'est cool. Donc, comme je disais, formée aux États-Unis. Tu es aussi conférencière professionnelle. Et comme je le disais, tu as pour mission de parler de la vulnérabilité et de la honte aussi dans les entreprises. Oui. Tu as aussi écrit un livre qui s'appelle M'en fous, m'en tape.
Oui. pour que le grand public puisse apprendre à faire de leurs imperfections des talents. Et je trouve l'idée aussi très, très intéressante. Ça me plaît beaucoup, cette idée-là de l'imparfaititude, comme tu le dis dans ton bouquin. J'aime bien l'idée parce que je pense que ce qu'on considère peut-être comme nos vulnérabilités ou nos faiblesses sont en fait nos plus grandes forces. Mais ça, on va en parler aussi. Mais j'aime beaucoup l'idée du bouquin. Et donc, comme je viens de le dire, tu es fervente activiste de la diversité et de l'imparfaititude, hein, hashtag imparfaite, et fière de l'être, j'ai envie de dire. Mais aussi, tu diffuses un message d'empathie que tu essayes de diffuser au maximum dans tes conférences, dans tes coachings, dans toutes tes activités, pour rendre le monde un peu plus sympa. C'est vrai que c'est cool quand même. C'est bien si on peut. Oui. Je pense que si on se lance tous dans des carrières à but social, dans le coaching notamment, hein, ça peut être d'autres carrières, hein. Mais excuse-moi, je suis un peu perturbée parce que mes 2 assistantes foutent un bordel colossal juste derrière, à popote et tout, donc on va les remettre à leur place, hein, quand même, voilà, l'air de rien. Merci. Mais pour une fois, c'est pas les chats, hein, c'est le petit personnel. Ça change un peu. On varie, tu varies les plaisirs. Mais en tant que, je veux dire, comme tu l'as dit, j'ai fait à peu près, j'ai 30 ans d'études. J'ai fait psycho, j'ai fait 40 certifications de coaching. Bon, il y a un gros syndrome de l'imposteur, tu vois, derrière, parce que j'aurais dû terminer mes études de psycho, puis j'avais pas les moyens, donc du coup j'ai arrêté. Et ça a créé un syndrome de l'imposteur, mais colossal. Donc le fait de ne pas avoir le diplôme, etc., tu vois, j'ai achevé 40 certifs de coaching, plus de la psycho, à droite, à gauche, mais partout. Et je suis tout ce qui me tombait sous la main, je le lisais. J'ai fait un mémoire sur les serial killers. Enfin, tu vois, là, j'ai toujours tourné autour de ces sujets-là, l'empathie, la vulnérabilité. Qu'est-ce qui fait qu'on est empathique avec les autres êtres humains ou envers soi-même? Qu'est-ce qui fait que parfois on ne l'est pas? Tu vois, donc j'ai fait des recherches mais colossales là-dessus, jusqu'à me paumer complètement. Hein, mais aujourd'hui, je pense que le monde, et surtout depuis qu'on a vécu les dernières années qui étaient vraiment catastrophiques, je pense que le monde a besoin de ce genre de message-là, venant de personnes qui ont envie de faire du bien aux autres, qui ont envie d'être là pour les autres et de tendre la main pour donner quelque chose de palpable. Tu vois, l'amour, on a toujours l'impression que c'est pas palpable, alors que si, ça l'est. Et je pense que vraiment et véritablement, si on se dévoue à ces métiers-là, c'est parce qu'on aime profondément l'humain. Et l'humain, aujourd'hui, a besoin d'empathie à 100%. D'amour aussi, ouais. Je suis bien d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Surtout après ce qu'on a vécu et bon, on verra ce qui va se passer, mais je suis complètement, je kiffe ça. Donc merci d'être là encore une fois. Et puis si tu veux bien, on va entamer on va aller au cœur du sujet. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler de hypersensibilité versus vulnérabilité, puisque c'est quand même le cœur de ton sujet d'étude, on va dire ça comme ça. Donc du coup, pour commencer, j'ai envie de te demander, c'est quoi pour toi ta définition perso de la vulnérabilité et comment tu la vis dans ton quotidien d'entrepreneur? Alors, je vais rester dans le scolaire. Je vais te donner la définition de la reine de la vulnérabilité, à savoir Brené Brown. Brené Brown a interviewé des milliers et des milliers de personnes sur ce qui les rendait vulnérables. Et elle est arrivée à la conclusion que la vulnérabilité s'exprime dans 3 types de moments. Donc, quand on se sent exposé émotionnellement, ça, c'est le premier moment. Tu sais, quand on a l'impression que tout le monde peut voir à travers nos émotions et qu'on est, quand on est sur une scène, par exemple, ou quand on est en train de discuter et qu'on n'est pas forcément d'accord avec une personne, ou quand on reçoit un cadeau, ça nous plaît pas, on sait pas quoi en faire, tu vois. Ces petites choses-là,
Euh, quand on est entrepreneur, par exemple, c'est apprendre à dire un pitch, tu vois, monter sur scène, se retrouver devant une foule de gens et puis devoir se Se présenter, ça c'est pas présenter, facile. c'est clair, c'est clair. Exactement. Ensuite, la deuxième chose, c'est quand on prend des risques. Et quand on prend des risques, ben, on prend des risques H24 au final. Hein. On peut sortir dans la rue et se prendre la lunette des chiottes d'un satellite russe sur la tête. J'adore Voilà. l'exemple. Ah, ça, c'est de l'exemple, hein. Attention. Bah, vous le savez, c'est avec moi, ça sort tout seul. Hein, donc voilà. C'est bien, mais continue, c'est parfait. Je suis pas sûre qu'il y ait des lunettes des chiottes dans les stations russes des satellites, mais bon, on fait comme si. Oui, Et on s'en fout, c'est pas grave. quand on est entrepreneur, quand on lance un projet, on n'est jamais sûr que ça va fonctionner. On a beau faire toutes les prévisionnels, etc. possibles, ben, si le public est pas emballé par ce qu'on fait, eh ben, on vend rien. Donc, on ne sort rien, ou le contenu concret ben, n'a pas d'impact. Donc ça, forcément, c'est tous les jours quand entrepreneur, on prend des risques. Et aussi, si on ne prend pas de risques, on ne peut pas réussir. On y viendra tout à l'heure. Mais la troisième, c'est quand on est dans l'incertitude. Quand on est dans l'incertitude, c'est-à-dire que quand on attend des résultats, par exemple, quand on, en tant qu'être humain, quand on a passé un examen médical et quand on attend le résultat ou qu'on attend les résultats pour une autre personne, on est devant le téléphone, on attend qu'il sonne, etc. Ça, c'est vraiment un grand moment de vulnérabilité. Ou plus drôlement, on va dire, quand on est en train de dragouiller quelqu'un qu'on a rencontré sur Tinder, tu vois, on est bien et tout, la forêt passe stop et tout, et puis au bon moment, on sait pas si c'est le moment de l'embrasser ou non, tu vois, on sait pas Si on conclut ou pas. voilà. Et c'est pareil en tant qu'entrepreneur, quand on est avec un client, ben, on ne sait pas si on lui propose le truc, si ça va lui aller bien ou pas. Tu vois, on sait que notre produit, notre programme ou nos coachings, nos trucs sont vachement bien pour les gens, mais on ne sait pas, tu vois, comment ils vont réagir, etc. L'incertitude, c'est toute la journée aussi. Et ce pourquoi il est important de partager ce message de vulnérabilité, c'est que nombre de personnes dans l'entrepreneuriat aujourd'hui ou même dans la vie de tous les jours, hein, parce que moi j'interviens autant pour les entrepreneurs que pour les personnes de grand public, bah, les gens aujourd'hui ont profondément des difficultés profondes pour s'autoriser à être vulnérable. Parce que faut être honnête, la vulnérabilité, personne n'en veut. C'est clair. Personne ne veut être vulnérable. Moi, clair. quand je donne des cours sur la vulnérabilité, les gens disent ouais, ça a l'air vachement bien la vulnérabilité, mais je sais pas comment on est vulnérable. On n'est pas vulnérable. Tu vois, on choisit pas de se mettre dans une zone de vulnérabilité comme on choisit de se mettre dans une zone de confort. Tu vois, Tout à fait. la vulnérabilité, elle vient, elle te pète à la gueule et puis tu fais avec. En revanche, il y a plein d'outils, plein de choses qui permettent de mieux vivre cette vulnérabilité. Et c'est là-dessus que bah, moi j'interviens, que Brené Brown intervient, etc. Parce que sans vulnérabilité, il n'y a pas de courage. Tu vois, on ne prend pas de risque, donc le courage, il n'existe pas. Sans vulnérabilité, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas ce moment d'incertitude qui est amené à chaque fois dans toutes les relations sentimentales, que ce soit quand on aime profondément son audience, par exemple, en tant qu'entrepreneur, qu'entrepreneur tout court, ou quand on est dans une relation, tu vois, sur Tinder. Il n'y a pas tout ça. Et quand on ne s'autorise pas à exposer nos émotions, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de connexion entre les êtres. Quand j'en parle dans ma conférence, je prends l'exemple, tu sais, des films. Dans les films, tu as toujours un moment où le héros, dans le storytelling, dans l'histoire, il est vulnérable, c'est-à-dire il est au sol, il va pas bien du tout. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Sinon, ce film, il n'est pas intéressant. Parce que héros ou pas, on est tous des êtres humains, c'est ça qui nous relie. Et c'est ça qui est super intéressant, justement. Quand tu parles de qu'on n'en veut pas de la vulnérabilité, je pense que ça vient évidemment de notre éducation, de la société qui nous dit qu'on doit être toujours fort, les meilleurs, ne pas pleurer, surtout ne pas pleurer, ne pas montrer sa faiblesse. Mais en fait, faiblesse, derrière ce mot, c'est
vulnérabilité, c'est émotion. Et même moi, je vais aussi jusqu'à sensibilité et hypersensibilité, encore pire, j'allais dire. Surtout ne pas la montrer parce que sinon, c'est comme si le monde allait s'effondrer. Et justement, j'aime bien cette idée de déconstruction de tous ces schémas, je vais dire, qu'on nous a inculqués de force, consciemment ou inconsciemment. Et je trouve ça super intéressant, justement, que tu distilles comme ça. Oui, un mouvement, ouais, je sais pas comment le dire, mais en tout cas, en parler, déjà, je trouve que c'est super important, la vulnérabilité, en fait, parce que tu as raison, on est sans ça, sans la vulnérabilité, il n'y a pas grand-chose qui peut se passer, en fait, entre les êtres humains, je veux dire. Voilà. Si, ça restera mécanique, j'ai envie de dire. Il n'y aura pas forcément de relation, même amicale, sans parler forcément relation amoureuse, tout type de relation, en fait. C'est ça le truc. Donc, si tu prends l'exemple de l'amitié, par exemple, si tu veux pouvoir avoir des vrais amis, il faut pouvoir s'ouvrir à eux, tu vois, être totalement soi-même pour qu'en retour, eux puissent l'être aussi. S'il n'y a pas cet échange entre les deux personnes, s'il y en a un qui se pense supérieur ou l'autre inférieur, ça ne fonctionne pas. Tu vois, donc il faut pouvoir s'offrir à l'un et à l'autre notre propre vulnérabilité. Pouvoir dire, bah écoute, là, je vais pas bien. Là, je l'ai vécu là les quelques dernières années, j'ai fait une grosse dépression et il a fallu aussi que je puisse en parler, tu vois, avec mes amis, etc., pour obtenir du soutien. Moi, demander de l'aide, être vulnérable, tu vois, demander de l'aide, c'était pas possible. C'est intéressant ça. Et du coup, comment tu l'as vécu d'avoir besoin, je vais dire oui, besoin de montrer justement que ta vulnérabilité, que tu étais mal. Comment toi tu l'as vécu? Alors moi, j'ai pas eu besoin de le montrer. J'ai pas eu besoin de me montrer vulnérable parce que la vulnérabilité, je l'étudie sous toutes ses coutures depuis des années, donc je n'ai aucun problème avec ma propre vulnérabilité. En revanche, demander de l'aide, pour moi, c'était impossible. Impossible parce que mon éducation faisait que, tu vois, il fallait se débrouiller tout seul. J'ai élevé ma petite sœur, mes parents étaient dans des conditions pas favorables quand j'étais petite. J'ai eu une enfance assez particulière. Et du coup, demander de l'aide, c'était non. Tu vois, ou alors je le demandais à demi-mot, puis en plus je suis autiste Asperger, donc du coup demander de l'aide, c'était c'est pas possible quoi. Tu vois, Compliqué. en plus, moi je suis supposée avoir un super cerveau et donc du coup pas trouver la solution à mes propres problèmes toute seule, ça me renvoyait à 30 ans d'études en psycho, t'es pas foutu de guérir ta dépression. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, il faut que tu ailles voir ailleurs, il faut que tu ailles chercher les infos, il faut que tu consultes, il faut que tu te fasses aider, tes potes, machin, tu vois. Et c'était difficile, tu vois. C'est pour ça aussi que je porte ce genre de t-shirt en conférence ou quand je suis en interview. J'étais super girl, mais j'avais besoin de me cacher, tu vois, dans une identité secrète et j'avais besoin de me coller à ma kryptonite. Tu vois, ma kryptonite, je suis faible, je suis vulnérable, voilà, lâchez-moi la grappe, laissez-moi tranquille. Et donc, du coup, je me mettais dans ma grotte, quoi. Tu vois, et en lisant un bouquin que je me suis rendu compte qu'avant, je faisais tout le temps mes vidéos sans lunettes. Et du coup, toujours avec mes super t-shirts Wonder Woman, machin. Et puis, à un moment donné, quand j'étais en dépression, je faisais toutes mes vidéos avec des lunettes. Comme pour, tu sais, Clark Kent et l'identité secrète ou Kara. Ok. Tu vois, et donc, mais en fait, tu vois, tu as le réflexe de vouloir te cacher tout le temps. Et au final, j'ai demandé de l'aide. J'ai demandé de l'aide. Je suis partie étudier encore plus parce que quand moi je vais pas bien, j'étudie encore plus. Et justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu as fait pour oser passer le pas de demander de l'aide? Il y a un moment donné où tu ne peux pas faire autrement. Ok. Il y a un moment donné où je me suis retrouvée, parce que j'ai aussi une maladie qui s'appelle une fibromyalgie. C'est une maladie, on ne sait pas encore trop d'où ça vient, mais elle est là quand même. Et pendant ces périodes où j'étais vraiment down, je pouvais même pas bouger. Je pouvais même pas bouger. La dépression en plus, c'est-à-dire que j'étais une larve sur mon lit et je ne pouvais pas bouger, je ne voulais pas bouger. Et puis je passais
mon temps à écouter des livres audio, à regarder des séries, à bouquiner. Tu vois, dans ma tête, je faisais quelque chose, mais j'étais pas là. Et le monde pouvait continuer. Ce qui m'a fait bizarre à ce moment-là, c'était que le monde continuait de tourner sans moi dedans. Tu vois, et tout en sachant qu'en plus, il y a 15 ans, j'avais un blog, j'avais des millions de personnes qui me suivaient. Waouh! Et je voyais tout le monde chier, tu vois, dire arrêtez de me lire, de toute façon, je suis même pas capable d'aller bien moi-même, arrêtez quoi, arrêtez. Et du coup, je me suis planquée comme ça. Et quand je me suis rendu compte, quand j'ai mis les mots sur le fait que c'était une dépression, que je n'allais pas bien, que physiquement c'était la cata, j'ai commencé à m'entourer. J'ai commencé à m'entourer et à dire voilà, si toi t'es ok pour bosser avec moi, on bosse ensemble. Et je me suis constituée une équipe pour pouvoir justement gérer ce que moi je n'arrivais plus à gérer parce qu'à l'époque je faisais tout toute seule. Tu vois, je faisais mon site web, je faisais mes interviews, mon montage vidéo, tout. Mais ça, c'est Toutes les super intéressant ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de nanas qui nous écoutent qui font encore tout toutes seules. Et je trouve que c'est super intéressant de voir que c'est dans un moment où toi, justement, t'étais mal, hein, on va dire le mot, où tu as réalisé que tu pouvais plus tout faire toute seule et où tu t'es entourée de personnes pour déléguer, quoi. Et ça, je trouve ça super intéressant, en fait, que tu aies réussi justement à trouver le courage pour revenir au courage de demander de l'aide parce que tu pouvais plus faire autrement. Et ça, c'est super important, et en fait. surtout qu'en plus c'est arrivé à une époque où j'avais l'impression d'être un très mauvais patron. Dans le sens où j'avais animé une émission qui s'appelait le Haka Show, qui avait fait quand même quelques petites vues et tout ça, et j'avais l'équipe de chroniqueuses, et je n'avais aucune idée de comment diriger une équipe, de comment manager, etc. Et je m'étais assez mal entourée, faut le reconnaître, tu vois, avec des personnes qui n'étaient pas forcément, qui étaient bien, hein, mais qui ne partageaient pas forcément les mêmes valeurs que moi. Ah, Et en tant que, on le sait, hein, on se sépare de personnes parce que les valeurs ne sont plus cohérentes. Et donc, du coup, j'avais l'impression d'avoir tout fait à côté de la plaque, de m'être plantée sur toute la ligne. Il y en a certaines qui se sont barrées avec mes clients, mais c'était une catastrophe. Et donc, du coup, je me suis retrouvée toute seule et je me suis dit, je vais tout faire toute seule. Ça doit pas fonctionner avec moi. Je dois très certainement être beaucoup trop exigeante. Je dois être beaucoup pas assez bonne pour tout ce qui est diriger des gens, m'entourer, je sais pas faire. Je suis censée avoir un pif bien, mais en fait ça marche pas. Je m'entoure toujours, je tombe toujours sur des gens qui ne ressemblent pas vraiment intérieurement à ce qu'ils dégagent. Et donc du coup, je m'en suis voulu beaucoup de ça. Et à un moment donné, je me suis dit, attends, on va aller se former, on va aller voir justement du côté de Brené Brown, qui a fait beaucoup de trucs sur le leadership, etc. Je vais aller voir si ce que j'ai fait, c'est au final, les réactions que j'ai eues sur le moment, est-ce qu'elles étaient bien, moins bien ou complètement pourries. Et en lisant les bouquins, je me suis rendu compte, non, c'était pas mal. C'était plutôt bien, même ma façon de gérer les choses. Tu vois, c'était un peu brouillon, c'était maladroit sur certaines choses, mais c'était plutôt pas mal quand même. Et du coup, j'ai commencé à demander à mes amis, qu'est-ce que vous pensez de ce comportement que j'ai eu là à cette époque? Qu'est-ce que vous pensez est-ce que vous pensez que j'ai bien géré ça? Est-ce que vous pensez que je suis pas allée trop loin dans certaines choses? Et j'ai commencé à rééquilibrer la balance. Et j'ai demandé à des gens que je connaissais, donc mes amis, tout en étant quand même m'assurant quand même que ces personnes-là étaient quand même capables d'objectivité, tu vois, oui, parce que j'ai pas demandé à des fans ou des personnes qui me suivaient sur les réseaux, hein. J'ai oui, demandé à oui. mes amis vraiment qui ont su me dire la La, vérité la vérité, oui, la vérité, quoi. Être oui. sincère parce que c'est important pour avancer. Ben oui, et puis je pars du principe que si moi je veux être moi-même dans mes amitiés ou dans mes relations, ben il faut que les autres puissent l'être aussi. Donc ils ont carte blanche sur absolument tout ça. Ce que j'avais laissé aussi, hein, ce que je laisse toujours à mes équipes, etc. Donc il y a une liberté d'expression
moi que j'affectionne particulièrement. C'est une franchise, une transparence, tu vois. Donc c'était important pour moi que d'avoir les gens qui sont là, les deux nénettes qui sont à côté, tu vois, qui ne loupent pas. À chaque fois que j'en fais une, tu vois, elles savent direct me renvoyer la balle. Mais et c'est pas forcément toujours digeste, hein, mais mais je me gêne pas pour elles non plus. Donc bon, c'est une bonne guerre, tu vois. Ouais, c'est donnant. Voilà. Donc j'ai quand même vraiment évalué à savoir est-ce que je suis vraiment pourrie ou est-ce que c'est pas trop pire et ça peut être amélioré. Tu vois, est-ce que finalement la question que plus ou moins tout le monde se pose et qui fait que souvent quand on ne sait pas y répondre, on tombe en dépression, c'est est-ce que je suis une bonne personne ou est-ce que j'ai tendance à partir du côté obscur de la force? Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a obsédée parce que forcément, j'ai été entourée et élevée par des personnes qui étaient pas forcément très cool. Et donc, du coup, j'avais l'impression que parce que j'ai été élevée comme ça ou parce que j'étais entourée de personnes qui n'étaient pas forcément sympas ou qui ne prenaient pas forcément de bonnes décisions, des décisions avec de l'empathie dedans, j'avais l'impression que à un moment donné, moi aussi, j'allais partir en cacahuète et que j'allais, tu vois, et donc je ne voulais surtout pas avoir de l'influence sur les gens. Parce que on sait jamais, tu vois, moi, des millions de personnes qui me suivaient, je me suis dit, si tu prends la grosse tête, à un moment donné, tu pètes un câble, qu'est-ce que tu vas faire aux gens? Tu vas devenir un gourou, je veux pas. Donc moi, j'ai tout arrêté, tout envoyé bouler, tu vois. Ah ouais, un gourou, ouais, carrément, tu vas pas. Ouais, mais, ah non, mais je suis tellement douce avec moi-même, c'est top. Hein, Ah ouais, je vois ça, je vois ça. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que, voilà, justement, grâce à ta première expérience et grâce, c'est peut-être pas le mot, mais disons, à cause de ton moment down, bah, t'as trouvé le courage de demander de l'aide et donc d'être vulnérable. Et du coup, bah, ça t'a permis, après, d'aller mieux et de déléguer et d'avoir moins de choses à gérer. Donc c'est super important, je trouve, pour ceux ou celles et ceux qui nous écoutent de, voilà, oser vous montrer tel que vous êtes, en fait. C'est ça, je crois, le message que on a envie de faire passer aujourd'hui. Que vous soyez, alors, hypersensible ou pas, hein, c'est pas forcément lié à l'hypersensibilité, qu'on soit clair. Mais ouais, souvent, ça va un peu de pair quand même, faut dire la vérité. Mais voilà, tout le monde est vulnérable à sa manière dans les moments voilà, dont tu as parlé au début de l'interview. Et vous voyez, elle a montré sa vulnérabilité, elle n'est pas morte. Au contraire, tu as gagné une équipe, certainement plein d'autres choses dans toutes les autres occasions où tu as été, où tu as montré ta vulnérabilité. Donc, voilà, n'hésitez pas, quoi. J'ai envie de vous dire que vous soyez sensible ou très sensible ou ultra sensible. C'est pas toujours évident. Il faut du courage, comme tu l'as dit. Ça va de pair aussi. Mais je pense qu'on a tout à y gagner, en fait, finalement. On a tout à y gagner. Tu sais, c'est les émotions. Quand on parle de vulnérabilité, la vulnérabilité, c'est considéré comme une émotion au final. Hein. L'hypersensibilité, c'est des émotions qui se bousculent et qui sont tellement présentes qu'on ne sait pas quoi en faire au final. Peu importe d'où elles viennent. Hein. Ça peut venir d'anciens traumas, ça peut être des moments de pas bien qu'on vit sur le moment. Ça peut venir de partout. Et ces émotions-là, je suis persuadée qu'elles ont quelque chose à faire en nous. Soit quelque chose à apporter au monde, soit quelque chose à protéger en nous, et qu'il suffit de les exprimer d'une manière ou d'une autre. Souvent, tu vois, moi j'ai été élevée par Yoda. Hein. Donc Yoda, c'est la colère, surtout pas, le côté obscur de la force, nanana, faut pas avoir peur, faut pas. Et du coup, je suis restée dans le truc. J'avais 2 ans quand je regardais Star Wars, tu vois, mais je me suis forgée là-dessus. Et toute ma vie, j'ai essayé de donc ne jamais me mettre en colère, donc ne jamais avoir peur. Donc tu vois, c'était très ancré en moi, alors que j'étais en colère tout le temps. Parce que tu as un cerveau qui, comme moi, est réaliste et qui est euh, habitué à repérer toutes les choses qui ne vont pas dans le monde, dans l'espoir de les réparer, tu vois. C'est comme la machine à laver, elle marche pas, on va trouver comment machiner les fils et puis comme ça, elle va aller mieux. Tu vois, moi, j'essaye de faire ça depuis que je suis petite avec les humains. Et forcément, quand je vois les trucs à la télé, les infos, les trucs, je boue à l'intérieur. Je boue et je dis, mais
mais qu'est-ce qu'ils font les gens? Pourquoi ils sont aussi cons? Excuse-moi. Tu vois. Mais écoute, si tu veux réparer les humains, tu as du boulot. Je pense que tu as beaucoup, beaucoup de boulot. je le dis tout de suite, 30 ans d'études, j'en ai une vague idée, mais c'est pas ça encore. Hein, tu vois, donc, on est obligé de faire avec. Mais quoi qu'il en soit, je pense que la colère ou la peur, etc., ont tout lieu d'être. Et quand on est sensible, hypersensible, quand on est vulnérable, tout ça, c'est pas la colère que l'on vit sur le moment qui est importante. C'est pas la peur que l'on ressent, c'est ce que l'on en fait derrière, comment on le transforme. Et c'est ça qui permet d'être, que moi j'appelle le courage. Tu vois, la colère. Si je reste devant mon écran en train de m'énerver comme devant un match de foot parce que il a raté le but, le gars, enfin, je regarde pas tellement de foot, mais pour moi, ça va être devant les infos en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il fait, Poutine? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais what? Tu vois? Donc, moi, je me lève, j'ai envie de le taper. Je pense que tu n'es pas la seule à avoir envie de le taper, mais je dis Poutine, mais ça peut être n'importe qui. Hein, tu oui, vois, oui, oui, bien sûr, mais je voilà. comprends très bien. Je comprends très bien. Surtout qu'en plus, étant formé à tous ces concepts-là et toutes ces théories-là sur la vulnérabilité, je le sais que, par exemple, Trump, malgré tout ce qu'il est, tout ce qu'il a représenté, etc., si on a tant clashé sur Trump ou sur Poutine aujourd'hui, hein, on est obligé de déshumaniser les humains pour les rendre moins humains et pouvoir les insulter ou dire des choses sur eux. Et je suis contre ça, tu vois. Je suis contre le fait d'enlever toute l'humanité à une personne. Peu importe ce qu'il dit, si c'est horrible et que si je saigne des yeux et des oreilles à chaque fois que certaines personnes ouvrent la bouche, je pars du principe que pour pouvoir les ramener, tu vois, les ramener à quelque chose de peut-être plus sensé, il faut leur redonner de l'humanité et pas leur enlever. Tu vois, si on les replace dans une humanité juste pour eux, parce que c'est des gens qui sont tellement dans des hauteurs que personne ne peut comprendre, avec des responsabilités que personne ne peut comprendre. Si on leur enlève toute leur humanité, là, ils vont faire n'importe quoi. Et ils vont continuer de le faire. Alors que si on les ramène dans cette humanité, on essaye, hein, c'est là que je te dis que les 30 ans d'études, on en est loin. Mais ça peut éventuellement mieux fonctionner, tu vois. Donc, bon, c'est pour ça que dans toutes mes interventions, que ce soit mes conférences de coaching, tout ça, on va piocher dans l'humain, dans ce qui fait qu'un être humain est profondément humain. Et ça, c'est les failles, les faiblesses, les défauts qu'on peut éventuellement transformer en qualité, toute cette imperfection que l'on a et que l'on ressent en soi et qu'on se dit, mais je suis pas assez, il faudrait que je fasse plus, il faudrait que je fasse mieux les choses, faudrait que je sois plus intelligente, que je sois encore plus culturée, tu vois, ou que j'aille, rien de ce que je fais n'est assez. Tout ça là, le transformer en étant d'une part quelque chose de constructif et deuxièmement quelque chose qui va être un moteur pour nous permettre de continuer et d'être de plus en plus humains. Parce que si on perd notre humanité, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, dans la génération aujourd'hui, Instagram, etc., on montre quasiment tous une personne lisse, Parfaite, tu vois, qui justement parfaite, presque. Et c'est terrible. Moi, je trouve ça terrible personnellement, hein, parce que ça fait. Enfin, ce sont des modèles catastrophiques, je pense, pour la jeunesse déjà. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'aimerais revenir sur ce que tu dis dans l'humain déshumanisé, etc. Est-ce que pour toi, l'empathie, c'est vraiment ce qui fait qu'on est tous des humains ou pas? Alors, est-ce que chaque être humain a de l'empathie ou pas? Qu'est-ce que tu en penses? Empathie et émotion, hein, parce que c'est intimement lié aussi, tout ça. Qu'est-ce que tu penses de ce… Alors, là, concrètement, tu me lances sur un sujet que je peux aborder pendant 36 heures. Alors, nous n'avons pas 36 heures. Je vais essayer de le résumer pour que ce soit plus digeste. Parce que vraiment, c'est 30 ans de recherche que je vais essayer de résumer en 2 minutes.
Donc, branchez vos neurones, s'il vous plaît, les gens. Gros effort de synthèse, attention. J'espère que je vais être claire parce que pression. Non, je pense que on est tous capables de faire preuve d'empathie à hauteur de 99,2%. C'est des chiffres. Hein. Waouh, c'est précis. Il y a 0,8% de la population qui n'est pas capable physiologiquement de ressentir de l'empathie. Et au sein de ces personnes-là, on retrouve des serial killers. Donc, on va trouver, c'est à la mode en ce moment sur Netflix, on en voit partout, des Ted Bundy, des Jeffrey Dahmer, des John Wayne Gacy, des personnes. Sociopathes, quoi. Des sociopathes. Voilà. Parmi ces sociopathes, il y a deux catégories. Il y a ceux qui sont malades, donc qui n'ont aucune conscience de ce qu'ils font et qui ne savent pas identifier si ce qu'ils font est bien ou mal. Ah, donc, du coup, quand ils tuent des gens ou quand ils font des horreurs, on parle aussi des serial, des viols en série, etc., des pédophiles, tout ce genre de personnes-là. Ils ne sont pas en mesure de déterminer si c'est bien ou si c'est mal. Donc, ils n'ont pas de remords, tu vois. A contrario, dans ce pourcentage-là de la population, il y a des personnes qui sont parfaitement conscientes que ce qu'ils font est soit bien, soit mal. Et qui font le mal délibérément. Moi, je les considère comme étant des personnes machiavéliques. Tu vois, je veux pas foutre de la religion là-dedans. Non, c'est pas ça du tout, mais il faut être, oui, faire le mal en conscience, c'est quand même, c'est quand même costaud, quoi. Enfin, costaud. C'est ça. C'est-à-dire que ces personnes-là, souvent, ils se font passer pour étant malades, hein, comme sur Netflix là en ce moment. Bon, ça m'a fait bondir, mais il y a la série sur Jeffrey Dahmer qui est passée et qui le présente comme quelqu'un de malade. Et puis on a presque de l'empathie pour le gars, alors que le gars était un manipulateur, mais si j'ose dire, de génie. Hein, dans le pire qui existe du génie, qui était absolument horrible le gars. Enfin, si vous avez vu la série ou si vous ne l'avez pas vue, attention, hein, parce qu'elle est très très difficile à regarder. Et pour moi, elle n'a pas pris j'ai fait un mémoire sur lui, hein. Donc du coup, elle n'a pas pris le bon angle, le bon angle. Voilà. Okay. Mais donc, dans ces personnes-là, il y a... Alors, je vais pas rentrer dans le truc de médecine, de l'amygdale, qu'elle soit atrophiée ou non, le centre des émotions et de la peur, parce que je te dis, on est parti pour 36 heures. Mais quoi qu'il en soit, ça nous laisse quand même, et c'est ça qui me donne de l'espoir vraiment, ça nous laisse 99,2% de personnes qui sont capables de faire le bien, qui ont conscience de ce qu'est le bien et de ce qu'est le mal. Et moi, j'appelle ça, et là, je vais faire un gros spoil parce que c'est le prochain bouquin que je suis en train d'écrire. Et c'est pour ça que je fais pas d'interview, rien en ce moment, c'est parce que je suis à fond dans là-dessus. Donc, je te le donne pour toi et pour les gens qui l'ont vu. Trop cool, on a un scoop en direct live. Yes. C'était pas prévu du tout. Trop bien, mais c'est encore mieux. C'est encore mieux. Parce que je suis sur ces chiffres depuis tellement longtemps qu'au final, je me dis que c'est 99,2% de la population qui sont des gens qui sont capables de ressentir de l'empathie, d'être bons. Si on leur rappelle à quel point être bon, être empathique avec les autres, c'est quelque chose de bien, le monde, on peut peut-être le changer. Ce serait super. Et puis en plus, je pense que, comme tu dis, faire le bien, on a peut-être aussi une fausse idée en disant qu'on doit faire beaucoup, qu'on doit toucher plein de personnes, mais on peut chacun le faire à son échelle. Il n'y a pas besoin d'être milliardaire non plus. Donc, chaque petit pas, j'allais dire, chaque petit geste, ça compte pour réhumaniser tout ça, en fait, finalement. Hein. Tout ça, les êtres humains, plutôt. Il y a une phrase qui court partout sur les réseaux sociaux, c'est plutôt que d'essayer de montrer au monde qu'on est quelqu'un de bien, autant le faire, quoi. Et c'est Yoda, hein. Fais-le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai. Au final, si
c'est 99,2% de gens se disent, aujourd'hui, je vais faire une chose de bien. Au moins une chose. Ça peut être un sourire à la caissière, ça peut être aider la voisine du 8e à porter ses courses, Bien ça sûr. peut être soulager quelqu'un d'un petit truc, tu Il y vois. a Ou mille et une façons. En fait, je crois qu'il y a autant de façons qu'il y a d'êtres humains finalement. bien sûr, bien sûr. Et il n'y a pas une seule journée qui se passe sans qu'on ait l'opportunité de faire quelque chose de bien. C'est vrai. Aujourd'hui, il y a Internet, on peut même, ne serait-ce que mettre un petit commentaire gentil. C'est vrai. Plutôt que d'aller s'énerver sur les statuts, les machins, faire quelque chose de bien, mettre un petit commentaire, genre, c'est bien cette vidéo, ça, c'est bien ce que tu fais. Oh, tiens, j'aime bien ta photo, mettre un like, un j'adore. Et c'est comme ça que les réseaux sociaux sont faits, façonnés au final. Même si c'est détourné par des algorithmes, des machins, on s'en fout. Mais si les 99,2% de la populace qui a la possibilité de ressentir de l'empathie et de l'émettre, se mettent à faire quelque chose de bien, eh ben, moi, j'ai envie de vivre dans ce Mais c'est monde-là. génial, 99,2%, c'est énorme. Et donc, du coup, ton prochain bouquin, ça parle de ces 99,2% de l'empathie, c'est ça? Je veux en savoir plus. Mon prochain bouquin, je vais pas tout spoiler parce que, en plus, c'est même pas un bouquin, c'est-à-dire que c'est un résumé concret et ultra simplifié et de 30 années de recherche en Waouh. psychologie, en coaching, etc. J'ai mêlé là-dessus du storytelling. Enfin, je suis pas partie par justement comme j'ai pas fini mes études de psychologie, j'ai été chercher partout ailleurs. Et partout ailleurs, il y a eu de la permaculture, il y a de l'électronique, tout ça, il y a plein de choses. Ah oui, c'est très, comment dire, hétéroclite tout ça. Mais c'est ça Et qui du est coup, génial, justement. j'ai commencé à faire des liens avec absolument tout et au final, ça fonctionne bien. J'ai du storytelling. Le storytelling, c'est mon métier. Je fais des conférences, donc raconter des histoires, regarder des films, etc. J'adore. Tu vois, j'avais 6 ans, je lisais Le Seigneur des Anneaux, donc du coup, j'ai été, tu Ah vois, ouais, happée précoce. pour que et les super-héros, tout ça, tu vois, Marvel, c'est que du storytelling, bien fait ou mal fait, on s'en fout. Mais c'est important. Et souvent, les super-héros, on les aime parce que ils font le bien. Et Gandalf, on l'aime parce qu'il fait le bien. Bilbo, on l'aime, c'est un nerd, le gars. Le mec, il vit dans dans sa petite maison de Hobbit, il me ressemble énormément, tu vois, il a sa petite maison à la Cambrousse, il regarde ses bouquins, ses trucs, ses machins, et puis il bouge pas. Une aventure, non. Tu vois? Et du coup, je pars du principe que si les 99,2% de personnes qui sont bien, qui sont supposées être bien, hein, alors, on va rester dans la supposition, euh, font des choses bien, mais en plus trouvent comment être OK avec leur vulnérabilité et sont OK pour partir à l'aventure, qu'ils font preuve d'audace ou d'engagement avec une mission, tu vois, comme bon, je vais spoiler parce que je te dis, je vais partir en 36 heures là-dessus. Hein. Ça fait 6 mois que je suis en boucle là-dessus. Plus personne peut me saquer. Les gens ne veulent plus me voir tellement j'en parle. Donc, il est temps qu'il sorte ce bouquin, tu vois, parce que ça fait un fou des tripes. Hein. Tu vois, les 2 assistantes derrière, Elles en peuvent. elles en peuvent plus. Je suis en boucle. Hein. C'est vraiment de l'autisme quand je suis dedans, c'est à fond. Hein. Et donc, du coup, j'appelle ce concept des courageux vulnérables. Et je pars du principe que nous sommes tous en mesure d'être responsables de nos actes, responsables aussi de ce que l'on choisit de faire ou de ce que l'on choisit de ne pas faire. Tout à fait. Et à partir de ce moment-là où on arrive à être courageux et vulnérable en même temps, ce qui est tout à fait possible, on peut avoir peur, avoir les niquettes comme pas possible, mais être quand même courageux. Et on mêle ça avec de la gentillesse, de la bienveillance, on devient de bons capteurs. Et les bons capteurs, si par exemple, moi, mon captain suprême pour l'instant, c'est Brené Brown.
c'est Supergirl aussi. J'en ai plein des personnes qui m'ont inspiré énormément. Il y a Hélène DeGeneres, il y a Oprah Winfrey. J'ai fait les formations les mêmes qu'elles, ces personnes-là. Donc, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont inspiré. Et ça peut être des personnes dans la vie de tous les jours, hein, tu vois, une caissière qui me fait un sourire et qui est sympa, qui me touche 2-3 mots, bah, je suis contente, ça fait ma journée. Je sais que c'est une bonne personne, c'est un bon captain, tu vois. Elle fait son boulot, elle le fait bien, elle est là, elle est présente, elle a le sourire, tu vois, elle est heureuse de vivre ou pas, hein, mais elle fait l'effort d'eux. Et moi, ça me donne du baume au cœur. Et donc, du coup, moi, j'ai un profond respect pour ces gens-là. Et je pourrais confier ma vie à quelqu'un que je sais être profondément bon. Tu vois? Je peux confirmer, je sais que ma compagne, par exemple, Sandrine, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de bon. Mon assistante, oui, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de bon. Et donc, du coup, bah, forcément, elle fait, voilà! Bientôt le multicam dans le studio, mais là, pour l'instant, on les voit pas. Je sais que c'est des personnes bien. Et donc, du coup, je peux leur confier ma vie, tu vois. Et parce que je savais qu'elles étaient des gens bien, j'ai pu leur demander. J'ai pu dire, écoute, là, je ne peux pas me lever. Est-ce que tu peux me donner une paire de chaussettes? Des trucs tout cons, hein. Mais quand quand t'es en dépression, t'es comme ça, ou est-ce que là, physiquement, j'ai trop mal, est-ce que tu peux m'aider à me coiffer? Tu vois, c'est des trucs à la con. C'est des trucs à la con qui m'ont fait revenir au monde comme ça. Et ce que je savais, c'était que cette personne-là était bien et je me suis accrochée à ces personnes-là. Et j'ai croisé dans ma vie des gens qui n'étaient pas bien, tu vois, des gens, et c'est pour ça que je suis tombée en dépression. C'est-à-dire que la dernière grande rencontre que j'ai faite, c'est quelqu'un que j'ai estampillé comme étant un mentor. Et je me suis dit, bah, ah, purée, génial, quelqu'un qui va prendre les commandes, tu vois, à qui j'ai laissé tous les pleins pouvoirs. J'ai dit, mais vas-y, apprends-moi tout ce que tu sais, donne-moi, je suis ton truc, ta chose, et apprends-moi tout. Et je me suis laissée corps et âme, j'ai donné ma vie, tu vois, j'ai laissé ma vie entre les mains d'une personne qui, malheureusement, s'est avérée, avec le temps, être un mauvais captain. Et c'est ça qui m'a détruite, tu vois, et c'est ça qui m'a fait sombrer dans plein de trucs. C'était parce que je m'étais trompée, tu vois. Je m'étais trompée, j'avais donné les pleins pouvoirs à quelqu'un qui s'en est servi contre moi. Et donc, du coup, là, je me suis dit, bah, t'es pas en mesure de faire la différence entre les bons captains et les mauvais. Et c'est là que j'en ai conclu comment on arrive à reconnaître un bon captain d'un mauvais. Et j'ai trouvé la réponse chez Tolkien. Alors, dis-nous tout. Etc. Et quand ça m'a fait, franchement, ça m'a fait comme le truc, tu sais, la petite ampoule Eureka, j'ai trouvé. En plus, j'ai regardé Sandrine et Zoé, j'ai fait, je crois que, indépendamment de ma volonté, j'ai plié le game. De ce que j'étais en train de chercher, tu vois, de ce vraiment, juste parce que ma quête de vie, c'est ça, c'est qui est bien, c'est qui est méchant, hein, en fait, hein, c'est très basique, hein. C'est qui est Yoda, c'est qui est Dark Vador, hein, tu vois, c'est Yoda, Palpatine, tu vois, c'est juste ça que j'essaie de Ouais, ça a l'air simple comme ça, mais pas, c'est pas si simple que ça, en fait. Ça ne l'est pas du tout au final. Et c'est à simplifier, c'est hyper difficile de simplifier ça. Mais au final, quand tu vois les chats font du bordel, je sais pas si vous avez entendu ou pas, mais il y a un truc qui est tombé, je ne sais pas ce que c'est. C'est pas grave, ça va le faire, ça va le faire. Voilà, c'est pas grave. De toute façon, c'est tellement le bordel en ce moment à la maison que un truc par terre en plus ou en moins, c'est pas grave. Et donc, du coup, là, je suis repartie repuiser dans toutes mes études. C'est-à-dire toutes mes études, qu'est-ce qui fait qu'on a de l'empathie, qu'on n'en a pas, qu'on est capable d'en ressentir, qu'on n'est pas capable, physiologiquement, etc. Quelles questions on pose pour essayer de savoir si telle personne ou telle personne est un bon capitaine ou pas? Quelles sont les caractéristiques qui font les bons capitaines et quelles sont les caractéristiques qui font les mauvais capitaines? Par exemple, tu vois, quand on prend l'exemple de Jeffrey Dahmer, pour rester dans le sujet de Netflix, Jeffrey Dahmer, il prend ses décisions alors qu'il sait que c'est mal. Déjà ça,
c'est quelque chose qui est un indice, tu vois. Oui, faire le mal en conscience. En conscience, c'est-à-dire qu'on est prévenu, on sait que ça va faire souffrir quelqu'un ou que ça peut faire souffrir quelqu'un et on le fait quand même. Ça, c'est pas cool, ça. Ça, tu vois déjà, ça met une certaine partie de la populace dans une case, sans vouloir, tu vois, parce que si rien n'est jamais tout noir ou tout blanc, c'est sûr aussi, on est d'accord. On est d'accord. Mais il y a des personnes qui ne sont pas forcément, qui font des mauvais choix à certains moments et puis qui reviennent du côté lumineux, tu vois, qui ont quand même, parce qu'on parle quand même de 92,2% de la population bien sûr. Et j'allais dire, on est tous des êtres humains aussi, même si on fait le mal quelque part, on est encore des humains. On n'a pas envie de faire du mal, mais on en fait quand même dans les ruptures sentimentales. Personne n'a envie de faire souffrir des gens. C'est sûr. Il y a tellement de possibilités là-dessus. Et du coup, j'ai une question qui me vient par rapport au bon et au mauvais. Est-ce qu'un mauvais, du coup, peut devenir bon ou redevenir bon ou pas? Comment ça se passe? Alors, oui. À partir du moment où il est dans ces 92,2%. Ah, tu vois, on peut faire amende honorable. On peut avoir pris une mauvaise décision à un moment donné et on peut donner une deuxième chance. Tu vois, on peut dire, ben voilà, je me suis plantée là-dessus et c'est là la vulnérabilité qui entre en compte. C'est-à-dire que je me suis trompée. Je prends la responsabilité de ce que j'ai fait, je prends la responsabilité de mes actes. Si j'ai fait une énorme connerie, je vais en prison, je sors. Si j'ai fait bugger tout un système informatique, je le répare. Hein, Mais prendre la responsabilité. Un bon captain prend la responsabilité de ses actes et prend, comme on dit dans Spider-Man, pour revenir à Marvel, tout pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc, plus on a de pouvoir, plus on a un poste de pouvoir comme moi, c'est le cas, j'ai une équipe, donc j'ai un pouvoir, j'ai une responsabilité envers ces gens-là. Je me dois d'être présente et puis de réparer si jamais je fais une connerie. Si je leur donne un énoncé qui est pas clair du tout, c'est pas gentil. Je suis pas un bon captain. Si je leur dis, ce dossier-là, tu me le ramènes pour hier et puis fis ça, sans prendre en compte les deadlines, les machins, les trucs, c'est pas un bon capteur. Ça m'est arrivé, tu vois. Parce que moi, en plus, j'ai tendance à tout faire très vite. Donc, du coup, pour moi, ça prend 5 minutes. Donc, du coup, je me dis, pourquoi elle a foutu 20 heures à mettre ça en place alors que moi, ça me prend 5 minutes. Et moi, ça me prend 5 minutes, je suis hors norme, tu vois. Donc, il a fallu que je me mette dans le cerveau. Tu vois, que je suis hors norme et que personne ne fait les choses que moi, je fais en 5 minutes. Tu vois, mais c'est déjà bien d'en avoir conscience, ça doit aider ton équipe aussi. C'est les autres qui m'ont dit, mais non, en fait, une personne normale, Alice, ça, elle ne fait pas en 5 minutes, tu vois, elle le fait en 10 heures, tu vois, donc... Bon, mais c'est déjà rassurant, j'ai envie de dire, qu'on puisse redevenir du côté moins obscur de la force, j'ai envie de te dire, pour continuer sur Star Wars. C'est vrai qu'en fait, on peut se racheter, entre guillemets, même si j'aime pas forcément le mot. J'en trouve pas d'autres là sur le moment, mais c'est déjà... J'aime bien le faire amende honorable, tu vois. Oui, voilà, ça c'est sympa comme terme. On n'est pas coincé dans le mauvais ou dans le bon. Après, bon, ceux qui veulent être dans le mauvais, si j'ai bien compris, c'est les 0,8% qui ne sont pas capables d'empathie et de bonté et qui font le mal consciemment ou pas trop. Mais voilà, ceux-là, c'est perdu pour eux, quoi. Enfin, perdu. On ne pourra pas les ramener du bon côté, c'est ça? Quand tu prends l'exemple, par exemple, de Jeffrey Dahmer, pour essayer de l'empêcher de tuer, le gars, c'est pas possible. Tu vois, tu le laisses en liberté. Il en a jamais eu, en fait. Enfin, il n'y a jamais eu d'empathie, presque. Ouais. Non, il n'y a pas d'empathie. C'est dingue. Il n'y a pas d'empathie. Je me suis retrouvée devant des personnes, tu sais, on parle beaucoup de perversion narcissique. Alors en psychologie, malheureusement, la perversion narcissique, ça n'existe pas, ça n'a aucun bien fondé, ça n'a pas de définition propre.
Mais c'est à la mode en ce moment et ça englobe une partie de personnalités qui ont à la fois des troubles narcissiques et des troubles de perversion. La perversion en psychologie, c'est je vais pas bien, j'ai mal, une douleur qu'elle soit psychologique ou physique, et cette douleur, je n'arrive pas à la supporter tout seul. Donc, je vais la transposer sur quelqu'un d'autre, et cette personne, en la regardant souffrir, je me sens moins seule. Et forcément, comme je me sens moins seule, je vais mieux. Donc, c'est une pulsion, si tu veux, de faire du mal à quelqu'un. Et comme on fait du mal à quelqu'un, on se sent mieux. Donc, c'est pour essayer de se libérer, si tu veux, de cette douleur qu'on ressent. Et que comme on a du mal à connecter avec les autres parce qu'il n'y a pas d'empathie, ou très peu, tu vois, dans les vrais cas de pervers narcissiques, les personnes narcissiques tournent autour d'elle, tu vois, donc les troubles de la personnalité narcissique. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, heureusement, hein, mais enfin, il y a plein de vidéos sur YouTube, allez voir, des bouquins, etc. Si vous voulez, on en mettra dans les commentaires, je sais pas. Mais en tout cas, c'est la quintessence de la manipulation. Tu vois, c'est de la manipulation. Les manipulateurs manipulent parce qu'ils sont tellement persuadés de ne pas être aimables, dans le sens de qu'ils ne pourront jamais être aimés par quelqu'un d'autre, et qui sont tellement baignés dans la honte, là on en revient aux enseignements de Brené Brown, que pour eux, s'ils ne manipulent pas, les gens ne les aimeront jamais. Et du coup, ça se transforme en de toute façon, ils ne m'aiment pas. Donc, autant leur faire du mal. Ah ouais, ok. Et du coup, ça part dans un cercle vicieux, ce qui fait que ça devient ce qu'on voit, c'est dans la plupart des séries maintenant, des films, c'est vraiment une dichotomie entre le bien et le mal, hein, depuis toujours. En mais même dans la temps, je me rends compte que c'est quand même, ça peut être vachement dangereux, hein, la perversion narcissique quand même, la manipulation, ça peut aller très loin. Hein. Donc bon. Mais alors, est-ce que si on prend le cas de Jeffrey Dahmer, tu vois, c'est quand même beaucoup de meurtres, tu vois. C'est quand même beaucoup de meurtres. Après, Jeffrey Dahmer, je pense, c'est un cas particulier. Je pense qu'il y avait ce qu'on pourrait appeler effectivement aujourd'hui de la perversion narcissique, plus le besoin de tuer, tu vois. Donc, ouais. Bon, après, tous les pervers narcissiques ne sont pas tueurs en série, rassurez-vous. Hein, n'affolons pas les populations. La perversion narcissique est supposée rester psychologique. Voilà. On va dire ça, mais même psychologique, je me rends compte, c'est surtout de ça, moi, que je voulais parler, parce que, bon, les tueurs en série, je suis pas experte comme toi là, dans ce thème-là, mais la perversion narcissique non plus, mais je me rends compte que, ouais, ça peut être vachement dangereux, hein, de la manipulation psychologique, etc. Donc, c'est pas très folichon, tout ça. Alors, je sais pas si t'en perds beaucoup. Hein, je t'en perds beaucoup parce que il y a vraiment 0,8% et encore de personnes qui sont dans la perversion narcissique. Mais alors, du coup, tu veux dire que les pervers narcissiques, on va dire, pas tueurs en série de tous les jours, j'ai envie de dire, enfin, ils font partie des 0,8%? Non. Pour moi, il y a une sacrée différence entre trouble narcissique et perversion narcissique. Et cette différence-là, elle se situe aussi dans le fait que est-ce que les personnes savent différencier le bien ou le mal? À partir du moment où une personne manipule, mais elle sait que c'est pas bien, elle a toujours de la culpabilité ou un petit truc de conscience derrière qui dit pas bien ça. Donc il y a moyen de le changer. Si les personnes n'ont pas ce truc de se dire ce que je fais, c'est mal, ils vont jamais avoir la culpabilité. Donc le fonctionnement, la manière de fonctionner va rester la même et va s'amplifier au fur et à mesure. Ok. Et une personne que tout le temps, on entend beaucoup de personnes, moi j'en ai beaucoup en consultation de coaching qui viennent en disant voilà, j'étais avec un pervers narcissique, etc. Mais attends, est-ce que je resitue les choses? C'est pas forcément pervers narcissique, hein. C'est peut-être juste un connard ou une connasse, tu vois. Enfin, excusez-moi. C'est clair. Mais c'est clair. Il y a beaucoup de gens dans les 99,2% qui sont
pas conscients qui deviennent cons, hein, tu vois, là, c'est Blanche Gardin, hein, tu te regardes dans le miroir, tu deviens con, tu te fais pas. Hein, ça se voit pas sur le miroir, hein, donc, C'est clair. Non, mais connard, ça peut marcher aussi. Je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord. Alors, on va revenir un petit peu sur plutôt le thème. Bon, c'est super intéressant. Franchement, je pourrais t'écouter pendant des heures, mais le temps passe. Et j'aimerais bien qu'on recentre un petit peu sur le thème sensibilité, hypersensibilité versus donc sensiblerie. J'aime pas ce mot, mais ou vulnérabilité. Qu'est-ce que tu as envie de nous partager là-dessus? Par rapport à l'hypersensibilité, moi, souvent, en tant qu'autiste Asperger, on m'a toujours dit, voilà, c'est une hypersensibilité, ça va de pair. Et puis j'ai exercé tout ça dans la spiritualité, etc. Donc, du coup, hypersensible, pour moi, c'était juste normal, la normalité de ce que je suis. Et au final, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que, justement, dans la société d'aujourd'hui, on tend tellement à vouloir être parfait, à lisser absolument tout, que n'importe quelle émotion, quand elle sort à peine un petit peu du cadre, elle devient à bannir. Tu vois, donc quelqu'un qui se met à pleurer dans un enterrement, limite, c'est mal vu maintenant. Enfin, j'ai été à 3 enterrements hein, pendant le Covid, donc du coup, j'ai eu le temps de voir. Et c'est vrai que les gens pleurent beaucoup moins. Ils osent même plus pleurer, ils osent même plus exprimer ce qu'ils ressentent, ils osent même plus parler à cœur ouvert. Ils freinent tout justement par cette intolérance à la vulnérabilité. Tu vois? Et quand t'es touché par quelque chose et que les larmes viennent, c'est juste normal en fait. Les gens estampillent ça comme étant de la sensiblerie, de pleurer à un enterrement. Mais what? Pas du tout. Pas du tout. C'est juste, on est juste humain en fait. Et c'est même pas être hypersensible, c'est être sensible tout court, parce que l'humain est sensible par définition, par essence. Quoi qu'on en pense. Le problème au final, c'est juste le jugement vis-à-vis des émotions. C'est pas les émotions le problème, c'est ce que on pense qu'elles vont nous faire à nous. En plus, il y a une espèce de truc qui fait croire à nos cerveaux que quand quelqu'un est pas bien, c'est contagieux. Non, non, l'anxiété est contagieuse. Les troubles anxieux sont contagieux et c'est pire que le Covid. C'est encore plus contagieux que n'importe quel virus, l'anxiété ou le stress. Mais les émotions en elles-mêmes, positives peuvent l'être aussi, tu vois. Et si on les estampille comme étant toujours négatives, forcément on va se les prendre en pleine face. Et du coup, on va avoir l'impression que les gens, quand ils pleurent, nous, on va forcément à un moment donné pleurer pareil. On vit tous les mêmes choses, on vit tous des divorces, des enterrements, des mariages, des trucs. On a tous quasiment des vies similaires au final, plus ou moins, tu vois. Mais tout ce que l'on vit, on est tous capables de connecter les uns avec les autres. Moi, quand je suis triste, que j'ai fait une dépression, etc., je suis pas la seule. On est des milliards à avoir fait une dépression pendant le Covid. Je veux dire, les chiffres ont augmenté, mais considérablement. Et si on commence à en parler en disant, si une personne commence à parler et dit, voilà, moi j'ai fait une dépression, et que l'autre personne dit, moi aussi en fait, moi aussi. Là, les émotions ont leur place. Et sans juger, forcément, il y a des personnes qui vont juger et vont dire, ah ouais, t'es resté au lit pendant 1 an, franchement, vraiment nul, quoi. Hein, je fais très bien la... Bonne journée. Hein. Mais bonne journée. Ouais, bravo, magnifique. C'était la pain bêche, pas mal, pas mal. Tu gères bien la pain bêche. J'ai pas fait exprès. Mais si on juge les émotions des autres parce qu'on ne s'autorise pas à vivre nos propres émotions et parce qu'on juge nos propres émotions, moi, quand j'étais en dépression, je me disais, mais attends, ce que je ressens là, de la tristesse, etc., t'as pas le droit. T'es Alice Cara, 30 ans d'études en psychologie sur la détresse émotionnelle. Qu'est-ce que tu es en pleine détresse émotionnelle? Pourquoi? Arrête! Tu vois, donc, du coup, je ne m'autorisais pas à sombrer, mais j'ai sombré quand même, hein, on est d'accord. Hein, voilà, j'ai fait 3 burn-out, 2 dépressions, on est d'accord, j'ai vu le fond, je suis remontée, je suis retombée, enfin bon, j'ai pas été épargnée. Hein.
personne ne l'est. Et encore moins les gens qui explorent les sujets. Hein. Donc voilà, avec le passé que j'ai eu, c'était inévitable, tous les traumas, etc. C'était inévitable qu'à un moment donné, je me prenne le mur. Donc, et toutes les personnes qui ont aussi vécu des choses assez compliquées dans leur passé vont se prendre le mur à un moment donné. Et l'hypersensibilité, c'est un symptôme aussi de ça, pour moi. Tu vois, c'est-à-dire que les émotions, à un moment donné, c'est tellement trop tellement un trop-plein qu'il faut qu'elle s'exprime. Et l'hypersensibilité, ce qui est appelé la sensiblerie, ce que j'aime pas non plus ce mot, c'est des émotions qui sortent un peu n'importe comment, n'importe quand, et parce qu'on ne sait pas les gérer. Et c'est aussi tout le truc de somatisation, c'est-à-dire on se crée des maladies, plein de choses. Hein. Des maladies vraies, hein, bien évidemment. Hein, c'est pas du tout le sujet. Bien sûr. Des plaques, des boutons, etc. Tout à fait. Moi, je me crée de l'acné. Hein. Moi, c'est l'acné. Oui, la manifestation, on va dire, physique, en fait, des émotions qui bouent à l'intérieur, j'ai envie de dire, et qui, à un moment donné, elles ont besoin de sortir d'une façon ou d'une autre. Alors après, quand tu dis symptômes, je t'avoue que moi, symptômes, je suis pas super copine avec ce mot parce que moi, quand j'entends symptômes, j'entends maladie. Et pour moi, l'ultrasensibilité, tu vois, c'est pas une maladie. Pas du tout. C'est pas du tout ce que j'ai voulu affirmer, au contraire. Donc, je me suis mal exprimée. C'est vraiment, tu sais, comme une cocotte minute. Il y a des petits moments où tu vois? Il y a des petits jets de vapeur qui sortent. Pour moi, les émotions, c'est ça. Quand c'est sain, ça fait des petits jets comme ça. Et ça évite que la cocotte explose, quoi. Tout à fait. Je suis bien d'accord. La cocotte qui explose, ça s'appelle une décompensation. Hein. On pète un câble et puis c'est violent et pour la personne qui le vit et pour les personnes autour. Mais quand ça se fait comme ça, je distille mes petites émotions comme ça, là, tout va bien, c'est sain. Tu vois? Et ça permet de gérer les traumas, les machins, les trucs. Bon, je suis vénère, j'accepte ma vénéritude. Ça me met dans un état qui est pas possible et qui est pourri. Je le sais. Hein, nombre de fois où j'ai annulé des trucs, des repas entre potes ou des trucs. Non. Là, vous voulez pas être avec moi ce soir. Non. Je viens pas. Je vous évite ça. Donc, c'est des moments où t'as envie de larver en pyjama licorne de Netflix, quoi. Et c'est ok, j'ai envie de dire. Au contraire, c'est même plus ça. Mais ouais. Et la plupart du temps, les gens inventent des trucs en disant, ouais, non, j'ai un truc de boulot, j'ai un truc à faire, des etc. excuses. Non, moi, j'ai appris à dire non. Là, c'est pas beau à voir, c'est pas beau à regarder, tu peux venir. Tu te démerdes, tu te fais ton café toute seule. Moi, je me lève pas, d'accord? Et je suis en pyjama licorne, je regarde ma série, tu te débrouilles. J'adore. Quand tu fais ça, les gens, ils sont OK. Hein. Les gens, ils sont OK. Hein. Comme quoi, c'est toujours mieux d'être franc et d'être honnête et transparent, finalement. On s'invente toujours des excuses. Je pense que c'est encore la société qui fait que, voilà, ça se fait pas de dire je suis pas d'humeur, ça se fait pas de dire ce soir je suis pas en état. Et donc, du coup, on invente des excuses. Il y a aussi le fait, et pour moi, ça, c'est quelque chose qui m'a explosé un peu à la gueule, c'est-à-dire que si tu ne dis pas que tu vas pas bien, les gens ne peuvent pas te venir en aide. C'est-à-dire que tu vas pas bien et les gens sont là autour de toi, ils voient que tu vas pas bien, ils sont pas cons les gens. Tu vois, les amis sont pas cons, ils savent que tu vas pas bien, ils savent que tiens, Alice elle a pris 30 kilos là, il y a peut-être un truc qui va pas, on la voit pas sur les réseaux, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Bon, j'ai pris une pause, hein, mais c'est mais quand on l'appelle, ça va, tu vois, elle te parle de séries, elle te parle d'Arduino, elle te parle de jardin, de machin, mais on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Et les gens, à un moment donné, ils m'ont pris par le callback, là, ils m'ont dit, mais quand est-ce que tu nous laisses être tes amis? C'est quand tu n'exprimes pas que ça va pas, les gens, ils peuvent pas être tes amis, ils peuvent pas t'aider puisque tu donnes l'impression que tout va bien et que tu as besoin de personne. Les gens, ils sont frustrés derrière. Et moi, je l'ai vécu aussi. Quand j'ai des copines qui me disent, ça va, mais et que je sais que ça va pas. Comment je peux être une bonne amie pour eux? Comment je peux être une bonne coach si mes coachés ne me disent pas réellement ce qu'il y a?
Parce que pareil, en coaching, tu dois le voir, on est obligé d'aller fouiller chez les gens, d'aller chercher ce qui ne va pas, parce que souvent ils disent, oh mais non, mais ça va, finalement, j'ai fait un coaching, mais j'ai un projet professionnel, mais tout va bien, tout va bien. Et non, tout va pas bien. En général, t'appelles pas un coach parce que ça va, t'appelles pas un thérapeute, t'appelles pas un psy parce que tout va bien. Tu sais, parce que t'as besoin d'aide. J'en reviens au formatage, hein, rester fort, jamais avoir de faiblesse. Et du coup, on en revient à la vulnérabilité. Montrer, c'est dur. Ouais, c'est difficile de montrer qu'il y a quelque chose qui va pas et qui coince. Mais en fait, on se rend compte que si on le fait, ça nous ouvre plein de portes qu'on n'avait peut-être pas forcément vues et qu'on soupçonnait peut-être même pas. C'est vrai que c'est un risque, comme tu as dit, ça demande du courage. Mais je pense que c'est la voie, j'allais dire la voie royale, mais oui, mais franchement. Donc, faites-le, s'il vous plaît. Faites-le. À qui vous voulez, choisissez la personne que vous sentez, quoi, hein, vraiment. Mais voilà, ne le faites pas peut-être avec le voisin, quoique, si vous le sentez qu'il est du bon, que c'est un bon capitaine, voilà, faites-le, mais faites-le. Alors, s'il vous plaît, faites-le. Le conseil que je pourrais donner quand même par rapport à ça, c'est que c'est pas forcément bon de se confier auprès de tout le monde. Tout à fait. Surtout quand on ne pas traverser certaines choses. Quand on se confie à quelqu'un qui est déjà passé par là, c'est pour ça que les groupes de parole fonctionnent souvent très bien en thérapie. À savoir que les personnes qui ont par exemple perdu un enfant vont se retrouver les unes avec les autres, ou les personnes qui ont un cancer vont se retrouver les unes avec les autres et échanger, parler de leur expérience, communiquer sur leurs émotions, ce qu'elles ressentent, etc. Donc ça leur fait du bien, ça verbalise quelque chose qui ne reste pas silencieux à l'intérieur et donc du coup qui ne s'inscrit pas comme étant de la honte. On traverse tout ça et ça devient quelque chose qui devient partagé, verbalisé et qui permet d'avancer. Et qui peut être synonyme de guérison ensuite. Mais c'est vrai que si on se confie à des personnes qui ne sont pas capables de comprendre ce que l'on est en train de vivre, ou qui ne sont pas capables de faire preuve d'empathie en retour, c'est-à-dire quelqu'un qui, par exemple, peut avoir traversé plein de choses, mais pas ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Si on lui dit, je vais inventer un exemple dans mon cerveau là tout de suite. Admettons, on est un grand sportif et on se pète une guibole, on se pète une jambe. Et si on va voir quelqu'un qui est comptable, qui a fait de la comptabilité toute sa vie, qui s'est pété la jambe et qui ça va, il n'a pas joué sa carrière là-dessus, on n'aura pas forcément un retour à hauteur de ce que l'on ressent soi-même. Ouais. C'est quelqu'un qui peut éventuellement imaginer ce que ça peut représenter pour nous, mais c'est pas quelqu'un qui l'a vraiment vécu. Et c'est pour ça que le coaching, tu vois, c'est important, tu vois, quand quelqu'un a un souci avec ses émotions, quelqu'un va venir te voir toi, tu vois, qui pense être hypersensible parce que tu as vécu le truc. Moi, j'irai pas, si je veux apprendre à chanter, j'irai pas dans Top Chef, quoi. C'est clair. Mais forcément, évidemment. Si je veux apprendre à cuisiner, j'irai voir Philippe Etchebest dans Top Chef. Oui, mais c'est aller voir quelqu'un qui est déjà passé, qui a déjà traversé ce qu'on avait, qui a déjà fait le chemin, qui a déjà été dans qui est passé par là, de travers dans les recoins sombres et qui s'est extirpé de là, ou qui est en train de s'en extirper, tu vois. Donc, c'est souvent pour ça aussi que je dis, quand on a 20 ans, malheureusement, on n'a pas forcément vécu énormément de choses. Et du coup, c'est difficile de se positionner en tant que coach quand on a 20 ans, même si il y a des jeunes de 20 ans aujourd'hui qui m'épatent parce qu'ils ont une lucidité, une sagesse, les générations qui arrivent. Moi, j'ai de 41 piges à comprendre certaines choses, tu vois, et les gamins, ils sont mais trop cool, body positive, nanana. Génial. C'est vrai, c'est clair, c'est clair. Pas besoin d'en occuper. Nous impressionne souvent dans le bon sens et c'est vrai, il faut le dire, même s'il y a des choses que, bon, ça c'est encore un autre sujet, mais je vais pas revenir, mais il y a du bon et du moins bon comme dans toutes les générations, je pense. Hein. Voilà, nous aussi, on a une autre lot, mais bon, c'est un autre sujet. Alors, écoute, c'est super intéressant tout ça, mais le temps file, donc je vais te poser ma dernière question pour conclure parce que
Je pourrais t'écouter pendant des heures. Je pense que les personnes qui sont connectées aussi, mais on n'a pas toute la vie, c'est dommage. Du coup, comment toi, tu envisages l'avenir de la vulnérabilité dans l'entrepreneuriat et de la sensibilité aussi, du coup, de l'hypersensibilité? Comment tu vois ça dans le futur? Alors, si j'ai suivi justement les enseignements de Brené Brown, c'est pour moi, c'était une évidence. C'est-à-dire que ce qu'elle racontait, c'était tellement évident que c'était ça qui manquait au monde que je suis devenue un soldat. Pour elle, j'ai dit, OK, ça, c'est bien. C'est vraiment bien. C'est très, 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 très bien. Et donc, du coup, moi, si tu veux, je fais le relais. Je fais le relais et puis je vais en parler aussi dans mes conférences. Et autant en ce moment, c'est assez compliqué. Hein. Quand j'interviens aux États-Unis, les gens m'ouvrent les bras, voilà. Autant en France, c'est compliqué parce que ce concept est encore estampillé comme étant une faiblesse. La vulnérabilité, quand tu tapes vulnérabilité sur Google, en France, tu tombes sur la vulnérabilité technologique des entreprises. Tu vois, donc les Ah ouais, pare-feux, d'accord. les machines. Rien à voir. Ok, rien Vraiment, à voir. à la préhistoire, tu vois. Ah ouais, Mais justement, j'allais te demander comment c'était accueilli tes conférences sur la vulnérabilité, comment les gens le prennent, bien, alors, mal, ils s'en foutent. et ils le prennent bien, mais c'est compliqué pour eux de faire appel à moi. À savoir que une nana de 40 piges, une femme en plus, hein, qui arrive avec son t-shirt Supergirl et qui va te parler de vulnérabilité alors que t'as pas du tout envie d'en parler. Surtout post-Covid, les entreprises elles veulent de la productivité, la communication, la psychologie. Bon, elles ont compris qu'il fallait en parler, mais il y a plus urgent. Donc, du coup, ils vont faire appel à des conférenciers motivateurs, à des gens qui vont parler de choses plus frivoles, enfin, qui ont de la profondeur aussi, hein, mais ils vont parler d'autres choses pour motiver les troupes, si tu veux. Moi, je motive pas du tout les troupes. Je les fais réfléchir sur elles-mêmes. Et du coup, le fait de réfléchir sur elles-mêmes, ça a de l'effet, mais c'est à retardement, si tu veux. C'est à long terme, enfin, c'est une autre démarche, c'est plus à long terme, évidemment, mais franchement, je pense que… Ça ouvre un dialogue et le dialogue prend du temps. Puis ça doit être, à terme, je pense que ça doit être plus bénéfique de faire ce type de conférence parce que ça va générer plus d'interactions si on parle dans des entreprises, hein, plus d'interactions dans les équipes, plus de bienveillance, justement. Enfin, c'est un cercle, c'est presque un cercle vertueux, finalement. Mais on touche à la psychologie aussi. Et c'est toujours délicat de toucher à la psychologie parce que dans le coaching, souvent les thérapies brèves, tu vois, on fait une petite thérapie et puis ça va aller mieux et puis après, bon, ça dure le temps que ça dure, mais on ajuste au fur et à mesure. Tu vois, les coachings en entreprise, c'est souvent ça. Moi, j'arrive avec une vraie ouverture au dialogue. Donc, c'est vrai que quand j'interviens, ma conférence, elle va faire 1 heure et demie max. Des fois, j'en fais de 8 heures parce que je peux m'arrêter. Mais derrière, les gens sont profondément changés. Parce qu'une fois que tu as quelqu'un en face de toi qui te dit tu es empathique, tu en as de l'empathie, arrête de faire comme si tu n'en avais pas et arrête de faire croire que tu es plus fort que tu ne l'es ou de te mettre une carapace ou de porter une armure. Les armures, il y en a 6. Les voici, les armures anti-vulnérabilité. Et si tu les portes, c'est ce qui va t'empêcher de connecter, de performer, d'être courageux. Le lundi matin, ils sont d'équerre, les gars. D'équerre. Je passe le bureau, j'ai plus le droit d'avoir mon armure parce qu'ils sont prévenus. Et comme en général, c'est des bons captains que j'ai dans le public, puisque 99,2%, ils peuvent pas revenir en arrière. Donc le changement, il est profond. Mais oui, sauf qu'ils ont besoin d'en parler. C'est ça qui est important, c'est que c'est profond, c'est pas un truc qui dure 1 mois, 2 semaines. C'est ça qui est important pour l'avenir des entrepreneurs et des entreprises, justement. Ouais, mais c'est vrai que une conférence sur la vulnérabilité, que ce soit moi, quand elle est apportée par moi ou par quelqu'un d'autre, Brené Brown, hashtag la queen, obligatoirement, ça implique de gros changements
dans les sociétés, dans les organisations, etc. Et les managers, ils ont envie de parler avec leurs équipes. Ils ont envie de leur confier des tâches différentes. Ils ont envie de pouvoir prendre du temps. Et les entreprises, forcément, de temps en temps, il y a du temps, mais en ce moment, il n'y en a pas beaucoup. Donc, du coup, il y a très peu encore d'entreprises en France qui sont OK pour prendre ce temps. C'est-à-dire que, on sait qu'il y a le problème. On veut pas trop fouiller parce que si on fouille, on sait que ça va impliquer énormément de choses derrière et il va falloir assurer. Oui. Donc, il y a quand même ce truc-là, tu vois, et plus ça va, plus je m'en rends compte. C'est-à-dire que j'interviens en conférence, elles sont en train de se péter de rire. Hein. Je pense qu'elles se foutent de ma gueule, les deux nénettes derrière. Mais, ah non, je sais pas. Bon, c'est bientôt fini. On va pouvoir manger. Hein. Voilà. Elles ont faim, c'est pour ça. Oui, on n'a pas. Je vous la rends bientôt. En plus, pour elles écoutent dans l'équipe. J'en parle tellement toute la journée de tout ça, je ne m'arrête plus. Ah ouais, tu dois les saouler. Tu dois les saouler. Toute la journée, tu vois. Pour toi, c'est nouveau. Pour les gens en face, c'est nouveau. Mais pour elles, non, c'est tous les jours. Ma conférence, elles la connaissent par cœur, tu vois. Ah ben ouais, je me doute. Mais tous mes trucs, elles les connaissent, mais à fond, parce qu'elles sont tout le temps. Donc, tu vois, c'est à un moment donné, tais-toi, Alice, on a faim, tu vois, maintenant. Ouais. Donc, c'est le basique. Hein. et je sais plus ce que je sais, du coup. Et donc, forcément, tu vois, je me rends compte qu'une heure et demie, c'est pas assez. 1 heure et demie, c'est pas assez. Donc, du coup, même si ça ancre les choses, c'est bien. Mais après, derrière, et je ne peux pas le faire moi, parce que je peux pas me cloner, malheureusement. Du coup, je pense que à un moment donné, il va falloir que je transmette les choses que je sais, et c'est pour ça que je vais en écrire un bouquin ou une trilogie, je sais pas. Mais les choses que je sais, elles sont en train de pleurer de rire. Voilà. Donc, je sais pas si je peux vous montrer ou pas, mais voilà, il y a du pleurage de rire. Alors voilà, hein, ça pleure de rire. Voilà. Hey, voilà. Dans le bordel, hein, voilà, on est là. Mais je pense qu'il va falloir à un moment donné que je forme, moi. C'est ce que j'allais te dire. Eh oui, il faut que tu fasses l'académie de la vulnérabilité. Ah ouais, non, mais tellement de boulot. Et puis, je te dis, elles en ont tellement marre d'entendre parler de ça que l'équipe, elles veulent juste jouer à Mario Kart, tu vois. Donc, oh là là. Non, mais blague à part, c'est super important. On rigole là, mais c'est super important, je pense, pour l'avenir, la vulnérabilité. Alors, en France, si j'ai bien compris, c'est encore compliqué, mais justement, grâce à toi, tu vas y aller, tu as du boulot, mais ça va le faire. Et je te souhaite vraiment plein de bonnes choses. En tout cas, merci beaucoup, hein, Alice. C'était vraiment super intéressant. Moi, je pourrais t'écouter pendant des heures, comme tu as dit, mais malheureusement, je ne peux pas. Alors, j'espère que les personnes qui sont là... Même moi, je me saoule, hein, donc c'est normal. Alors, si vous avez des questions, on va laisser peut-être quelques petites secondes s'il y a des personnes connectées qui ont des questions à poser. De toute façon, il y a le replay. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires dans le replay ou nous contacter directement si vous avez des questions. En tout cas, Alice, je voulais vraiment te remercier pour ce super moment de partage. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Comme je t'ai dit, ça ne ressemblait plus du tout à ce qu'on avait prévu au départ, mais écoute, on s'en fout, c'est pas grave, t'inquiète. Il y a quand même, j'avais quand même mon petit fil conducteur, mais c'est pas grave. Le tout, c'est que on ait passé un bon moment, que vous ayez passé un bon moment, et surtout qu'on vous ait apporté des clés, des éléments pour essayer de vous ouvrir en fait un petit peu plus si vous avez du mal, même si c'est dur, même si ça demande du courage, comme on a dit. Je pense qu'on a beaucoup à y gagner, qu'on soit hypersensible ou pas, d'ailleurs. Voilà, tous les êtres humains, 99,2%, on est capable d'empathie et donc on est capable de connecter avec les autres. Et pour connecter avec les autres, parfois, ça passe par montrer nos côtés un peu down, nos côtés un peu sombres peut-être aussi.
ça passe par là, je pense. Et La vulnérabilité, c'est pas que dans les moments down. On peut avoir envie de sauter de joie à certains moments, mais se retenir parce que on ose. Tu vois, c'est la chanson de Renaud, c'est Mistral gagnant. C'est tu sautes dans les flaques, mais on saute plus dans les flaques. et c'est dommage. Quand on essaye d'endormir une émotion négative, le cerveau il est con, il étouffe toutes les autres émotions aussi. Et chez les personnes hypersensibles, c'est pas étouffé, donc c'est beau. Donc c'est exprimer vos émotions, exprimez-les, cultivez-les, chérissez-les parce que c'est vos émotions qui font de vous des êtres humains. Et les êtres humains, on en a besoin. On a besoin de bons capteurs. Moi, je recrute une armée. On recrute une armée de gens c'est pas pour faire la guerre. Hein. C'est une armée bienveillante pour faire des choses bien. Yes. Voilà. Et voilà. Donc, faites le bien et soyez bien avec vous. Je suis à fond. Je suis à fond avec toi, vraiment. Merci beaucoup, bravo pour ton message. Merci encore pour l'interview. Bon, à première vue, pas de questions pour l'instant. Écoutez, donc on va s'arrêter là. T'as vu l'heure, les gens, ils ont envie de manger. Ils ont faim. C'est logique, tu vois. C'est trop bien, merci encore. Oh là là, j'arrive plus à parler tellement je rigolais. Ça va pas du tout, ça. En tout cas, vraiment merci, Alice. C'était super intéressant. Avec grand plaisir. Merci. On va laisser tes assistantes tranquilles pour que vous puissiez aller manger. Merci beaucoup aux personnes qui étaient là. N'hésitez pas à contacter Alice ou à me contacter directement si vous avez des questions. Vous pouvez laisser les commentaires sur la vidéo. Et puis, au-dessus de la vidéo, je vous ai mis les liens pour pouvoir contacter Alice. Son site internet, je crois, son Insta. Donc, n'hésitez pas aussi. Elle a une chaîne YouTube que je vous mettrai dans les commentaires de la vidéo. Il y a des choses très intéressantes, donc n'hésitez pas. Et puis, Alice, encore merci beaucoup pour l'interview. À bientôt tout le monde pour la dernière interview qui aura lieu le 6 décembre. Bisous. Merci, Alice. Bisous, bisous à tout le monde. Ciao, ciao. Bisous. À la prochaine. Bye bye. Merci à tous.